Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons sous la guidance du Seigneur la lecture des livres qu'il a choisis ce matin et que je partage avec vous afin de mieux comprendre le Seigneur qui nous guide. Ici, nous avons un livre de Philippe Manière, Marx à la corbeille. Le titre, c'est « Quand les actionnaires font révolution » et c'est le stock. Et l'introduction est le suivant. Des PDG qui font la queue pour plancher devant des examinateurs à peine trentenaires. Un petit professeur d'université qui ferraille contre la corruption des patrons coréens. Des fonctionnaires britanniques qui obligent une compagnie pétrolière à l'autre bout de la planète à respecter l'environnement et les droits de l'homme à la ligne. Tous ces empêcheurs de tourner en rond ont une arme commune. 2 points. Ils sont actionnaires. En s'appuyant sur l'énorme force de frappe des fonds de pension, associations militantes et syndicats changent aujourd'hui le capitalisme de l'intérieur pour mieux changer le monde. Marx n'aurait jamais imaginé qu'un jour, le pouvoir du capital servirait la cause du peuple. Les patrons ont désormais des patrons. 2 points. Nous tous. C'est ainsi qu'est en train de naître, de Washington à Séoul, en passant par Londres et Paris, un véritable mouvement politique. Il pourrait bien bouleverser nos vies. Voyage au pays de ces citoyens actionnaires qui font la révolution à la corbeille. Qui est Philippe Manière? Philippe Manière, 37 ans, est rédacteur en chef et éditorialiste au Point. Il a déjà publié L'aveuglement français, entre parenthèses, stock. Ici, nous avons vraiment une introduction de notre temps. Puis, nous sommes passés à Passeport pour le Maroni. Ici, le passage à l'écrit d'une langue à tradition orale nécessite une réflexion collective dans le but d'adopter, dans la mesure du possible, une graphie consensuelle et reconnue de la majorité des locuteurs. Même si cette étape n'est pas encore officiellement atteinte en ce qui concerne les langues du fleuve, plusieurs expériences sont en train d'être réalisées dans cette optique. Les médiateurs culturels bilingues de l'éducation nationale ont engagé cette réflexion depuis 3 ans maintenant, à laquelle les linguistes du laboratoire des sciences sociales de l'IRD de Cayenne sont étroitement associés. Notre collaboration avec Michel Thureau s'est réalisée dans l'esprit de cette réflexion afin que la langue représentée dans le passeport pour le Maroni soit transcrite de façon aussi consensuelle
et précise que possible. Bien entendu, dans la mesure où rien n'est encore officiellement nommé, cette graphie peut être encore amenée à évoluer. Ce sont les locuteurs et les différentes expériences d'écriture au fil du temps qui en décideront. Ici, j'ai passé 8 ans en Guyane et ce livre est parmi les livres choisis par la lumière divine. Et nous allons découvrir la préface de Sonia Francius, directrice du cabinet du recteur de Guyane, responsable du projet académique entre guillemets langue et culture régionale. Et je vous lis. S'il est un milieu où l'école revêt tout son sens, c'est bien la Guyane. Trop longtemps considérée à travers le seul filtre occidental français. Depuis toujours, en toute bonne foi, sans doute, la politique éducative a consisté à dispenser un enseignement connu pour des élèves français francophones à des populations qui avaient bien intégré qu'elles devaient oublier leur langue maternelle dès qu'elles avaient franchi le seuil de la salle de classe. Projet voué à l'échec, car il est bien entendu que la nature est résistante et que fortement contrariée, elle peut engendrer des catastrophes souvent irréparables. À la ligne. Fort heureusement, Kaonyang a dit ainsi passé, ce qui veut dire après la pluie, le beau temps, en langue des peuples du Maroni. Le brouillard a progressivement fait place à l'éclaircie. Des voix se sont fait entendre, d'heureuses initiatives individuelles sont reconnues. La raison semble l'emporter. À la ligne. La circulaire de juin 1982 fut assurément un élan déclencheur bien relayé localement par le recteur et l'inspecteur d'académie de l'époque. C'est ainsi que les langues et cultures régionales firent officiellement leur entrée dans des écoles de Guyane grâce à la volonté et au volontariat des enseignants. À la ligne. Cette évolution positive, confortée par les nouvelles orientations ministérielles pour la rentrée 2002, doit parallèlement s'accompagner des productions d'outils et de documents pédagogiques. C'est convaincu de cette absolue nécessité que Michel Thureau, qui nourrit un fort intérêt pour la diversité culturelle guyanaise, se propose d'offrir aux enseignants cet ouvrage, résultat d'un travail minutieux fondé sur une recherche rigoureuse et une bonne connaissance des locuteurs natifs. À la ligne, facile et agréable à lire, Passeport pour le Maroni nous ravira tous, car il enrichit nos ressources culturelles, régionales et contribue fortement à faire un pas de plus vers l'autre.
Cet autre qui est un peu nous-mêmes tout en étant fort heureusement différents. À la ligne. Remercions vivement l'auteur et souhaitons une vie active à ce passeport. Gageons que chaque enseignant aura le plaisir de lire dans le regard reconnaissant de son élève. Mi eji yuda fudi yu esuku fusabi mi fusatan mi fusatan mi mobon. Excusez-moi, ça fait depuis que je suis partie de la Guyane. Alors ici, ça veut dire merci de chercher à mieux me connaître pour mieux me comprendre en langue bushinengue. Nos frères et sœurs de la Guyane. Merci Seigneur. Et ici, nous avons la préface par Laurence Goury. Et je lis. Le passage à l'écrit d'une langue à tradition orale nécessite une réflexion collective dans le but d'adopter, dans la mesure du possible, une graphie consensuelle et reconnue de la majorité des locuteurs, même si cette étape n'est pas encore officiellement atteinte en ce qui concerne les langues du fleuve. Plusieurs expériences sont en train d'être réalisées dans cette optique. Les médiateurs culturels bilingues de l'éducation nationale ont engagé cette réflexion depuis 3 ans maintenant, à laquelle les linguistes du laboratoire des sciences sociales de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, je pense, Cayenne, ils sont à Cayenne, sont étroitement associés. Notre collaboration avec Michel Thureau s'est réalisée dans le passeport pour le Maroni, soit transcrite de façon aussi consensuelle et précise que possible. Bien entendu, dans la mesure où rien n'est encore officiellement nommé, cette graphie peut être encore amenée à évoluer. 2 points. Ce sont les locuteurs et les différentes expériences d'écriture au fil du temps qui en décideront. Signé Laurence Goury. Nous nous arrêtons là et nous passons à l'avertissement au lecteur. Ce document vient compléter la rare documentation en français sur les langues du fleuve Maroni et pour objet principal de fournir un outil aux enseignants nouvellement affectés dans cette zone. Les parlers Aluku, Juka et Paramaka ont été regroupés sous l'appellation de Koine, Koine, du Maroni. Mais la diversité des ethnies comprises sous l'appellation générale de noir-marron ne permet pas de faire apparaître toutes les nuances qui leur sont spécifiques. Il s'agit d'une synthèse et non pas d'une analyse. C'est le résultat d'une expérience de plusieurs années passées au contact des réalités de l'enseignement dans cet espace géographique. Il ne s'agit nullement d'un travail scientifique, mais d'un outil didactique destiné à venir en aide
aux professeurs qui, pour une raison ou pour une autre, ont des difficultés à communiquer avec leurs interlocuteurs. Il s'agit donc d'une étude de terrain qui a pour seule ambition de rendre service à ceux qui en ressentent le besoin et de contribuer ainsi à une meilleure communication en milieu scolaire. À la ligne. Les variantes les plus communes seront notées. Il s'agira la plupart du temps de nuances mineures entre parler Juka et parler Boni à Luku. Les Saramaka n'ont pas été oubliés, mais la base lexicale de leur langue est très différente des deux autres précédemment cités. Par ailleurs, cette langue a déjà fait l'objet de recherches et de publications. À la ligne. Dans le même ordre d'idées, il est intéressant de noter que lorsque les communautés se côtoient quotidiennement, un mélange s'opère entre les différents modes d'expression. Ainsi, les élèves des collèges de Saint-Laurent, par exemple, qui viennent d'horizons culturels et linguistiques très divers, utilisent pour communiquer entre eux une langue dominée par celle koiné du Maroni. Koiné du Maroni. En ce qui concerne les lecteurs à qui s'adresse cet ouvrage en priorité, c'est-à-dire les auteurs de la vie scolaire nommés sur des postes dans l'Ouest guyanais, ils passent rarement toute leur carrière sur une même affectation et quittent leurs établissements en emportant avec eux la somme de connaissances du terrain qu'ils ont acquises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont remplacés par des collègues auxquels ils n'ont pas le temps et rarement la possibilité de transmettre le fruit de leur expérience. Or, le simple fait de glisser un mot de taki-taki ou toki-toki au cours d'une leçon au moment opportun fait dresser les oreilles. Et puis, lorsque les élèves finissent par comprendre que l'équipe pédagogique à laquelle ils ont affaire s'intéresse à eux, à leur culture, ils se sentent valorisés. Ils hésitent, par exemple, à vouloir faire rire la classe en utilisant des mots de leur langue, sachant que l'enseignant risque de comprendre. 3 points à la ligne. Si on se prend à rêver, on peut aussi imaginer que les parents, par le truchement de leurs enfants, seront aussi intéressés de savoir ce qui est écrit dans les carnets de correspondance de leurs enfants scolarisés et de comprendre ce qu'on leur demande de signer. À la ligne. La partie glossaire de cet ouvrage permet de constater que la majorité des mots viennent de l'anglais. Et pourtant, pourra ainsi intéresser les enseignants de cette langue. Je reprends. La partie glossaire de cet ouvrage permet de constater que la majorité des mots viennent de l'anglais et pourra ainsi intéresser les enseignants de cette langue. Comme moi, j'étais professeur d'anglais. Et je cite encore, koiné est un mot français d'origine grecque qui signifie langue constituée à partir de plusieurs variantes dialectales.
Plus bas, c'est le mot que les habitants de cette région eux-mêmes utilisent pour désigner leur langue et qui est un terme un peu réducteur pour certains, car il signifie bruit des paroles, tumulte. Bruit des paroles, tumulte. Point à la ligne. C'est pourquoi l'appellation Koine du Maroni a été jugée préférable sur l'autre rive du Maroni. La langue utilisée sur l'autre rive du Maroni, la langue utilisée s'appelle Srananga Tongo, qui signifie langue du Suriname. Ici, je m'arrête pour vous signifier mon expérience dans cette région pendant plus de 8 ans. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'enseignes pour ton peuple, pour édifier ton peuple. Et nous allons continuer par ce livre de ce matin. En anglais, The French in Indochina, with a narrative of Garnier's exploration in Cochin, China, Annam, and Tonkin. Preface by Dean Meyers. Here we will take this reading. The French in Indochina at the time of its first publication in 1879 was the first record in English of the French penetration into Vietnam, Laos, and Cambodia, which led within a few years to French colonization of this region, making extensive use of first-hand accounts. The author provides the essence of the major voyages of Indo-Chinese exploration of the period. Here are Henry Mott's pioneering 1860 account of his ascent of the Middle and Upper Mekong. I read again. Here are Henry Mott's pioneering 1860 account of his ascent of the Middle and Upper Mekong. Mekong is a river shared by all these countries. So, Lieutenant Francis Garnier's bold exploration of Cambodia, Laos, Tonkin, and Yunnan, and Dr. Maurice peregrinations along the little-known margins of Cochin, China. The explorers' frank comments on the people, culture, and customs they encountered. Okay, it is said, I read it. The explorers' frank comments on the people, culture, and custom they encountered make fascinating reading and indeed reveal almost as much about the observers
us about what they observed. The book is profusely illustrated with period engravings which contribute greatly to its appeal. This book has the possibility to be purchased at Bangkok because specialists in scholarly books of Asia, rare books, and maps are printed here. So, according to what was said today, French in Indochine will find Bantu here. Then we will have time to read step by step, chapter by chapter, because the first chapter is by the Mekong to China. The second is experiences among the Chinese. Third is return to Saigon. Fourth is Mr. Morris and the Mekong. Fifth is Muyot in Cambodia. Sixth, the French in Cochin, China, and the questions of talking. This book was published in 1994 by White Lotus Corporation Limited, Bangkok, and again by White Lotus Corporation Limited at Chennai. It is said that the first published by T. Nelson and Sons, Paternoster Row, Edinburgh, was published in 1884, then reprinted by White Lotus Corporation Limited in a reformatted form with a new preface in 1994. So remember, this book was published firstly in 1884. Thank you, Lord, for your choices of what I have to read. Then we have a short history of West Africa, AD 1000 to the present, by T.A. Osayi, S.N. Nwambara, and A.T.O. Odunsi. This compact work was written by African scholars. Hitherto, most histories of area colonized by the Europeans have been written by the colonizers. This is a history of African people, which is not limited to European activity in that continent. In the first half of the book, the authors discuss the influence of geography and events taking place
elsewhere on the African continent, say North Africa and the Nile Valley. On the state and kingdom of West Africa from medieval times to the coming of the Europeans. The second half discusses the major period of European trading, colonial rule, and the drive of African people for independence, a momentous and turbulent period in African history. The author concludes by discussing the 1960s, the decade of true independence. The history of West Africa is not only important in its own right, it's important to the understanding of Afro-American history. Because of the slave trade, most Black people in America are descended from the members of West African kingdom and tribes. T.A. Osayi is headmaster of Prempeh College, Kumasi, Ghana. S.N. Nwambara is director, Hansberry Institute of African Studies, University of Nigeria in Nsukka. A.T.O. Odunsi is vice principal, Government College, Ibadan, Nigeria. All are prominent African scholars. And this was published here and 6 Union Square West, New York, 10,003. Brothers and sisters, when I just opened the book, the first thing that the Lord showed me is the Mende and the principal peoples of West African map, which is entitled The People of Western Sudan. Let me read where it took me. Mande, as I say, Mendeng, our people. Along the Senegal and the Gambia rivers live the Wolof, Jolof, Serer, and Tukulor. The region lying between the Senegal and the Niger is the main home of Mandingo, or more correctly, the Mande speaking people. Mande speaking people. The Mandingo constituted, without any doubt, the most influential elements in the Western Sudan in medieval times. They spread around the Upper Niger or Niger, reaching as far south as latitude 9 degrees
UN. They included such large tribes as Dioula, Kasonke, Bambara, Jalonke, Malenke, Soninke, and the Vai. The Vai are the alphabet that I discovered in China. Kunming in Yunnan. Let us continue. These generally tall, they are tall and slender people with fine features and fairly light complexion were the builders of the great medieval Sudanese kingdoms. I repeat, it is said, such large tribes as the Jula, Kasonke, Bambara, Chalonke, Malinke, Soninke, and Vai. Point. Because we read that they spread around the Upper Niger. Okay. We continue our reading. These generally tall and slender people with fine features and fairly light complexion were the builders of the great medieval Sudanese kingdoms. They were the founder of a Sudanese civilization which penetrated to the source and no doubt influenced cultural and political life in the forest belt. Enterprising Mande traders in small numbers entered the forest for gold and cola and established small but influential colonies in many places. The gold fields of Ashanti, it is believed, formed one of the sources which made old Ghana known to the Arabs as the land of gold. The land of gold. It was Mande Mandang Anabora Kandang Mandang. It is from this song that we have the name Mendeng. I'm one of the native of Mendeng, Mandingo, from Cameroon. I'm so happy. God, let us continue our reading. It was Mande, donc Mendeng. They have changed the way of write. It has to be written Mende. Traders who conducted the traffic in gold. The Akan people of the Republic of Ghana still refer to travelers from the Sudanese savannah as the Wangara, most likely recalling the medieval Mande
traders from the gold-bearing region of Wangara, successively controlled by Ghana, Mali, and Songhai. A Bonduku tradition attributes the founding of Beko to the Mende. Beko lies on an old route leading from the western Sudan into the southern forest. It is also believed that it was Menden groups who formed the nucleus of the Gonja state north of Black Volta. It was Manden traders, It was Manden traders also who, in the late medieval period, pioneered the trade routes across northern Ghana and Borgu to Hausa land, who first introduced Islam to Hausa land. Now, we have the Songhai along the Niger north of Buza and up to Gao on the Great Bond live the Songhai, builders of territorially the greatest medieval Sudanese empire. The Songhai are essentially Negroes, but they have absorbed northern blood in spite of mixture with the Tuareg and Fula. They have preserved their unity as a distinct peoples. They possess a single language, and Islam is their religion. Their skin is coppery brown and never as dark as that of the inhabitants of Guinea coast. We have the Mosi in the hollow of the great bend of the Niger and stretching down to the edge of the southern forest live a large body of Negro peoples who speak the Gur or voltaic group of languages. Among the most numerous in this group are the Mosi, a tenacious people with an interesting role in the history of the Western Sudan. The Mosi states possesses a remarkable cohesion dating back to medieval times. Although the Mosi did not establish empire of kingdoms comparable to Ghana, Mali, and Songhai, they have this for centuries remained closely knit. They not only bit of
repeated attacks by their more enlightened neighbors to the north, but they also carried successful reprisal raids into Mali and Songhai territory. They sacked Timbuktu about 1333 and also raided Banka. From 1477 to 1483, the Upper Niger was subjected to severe Mossi attacks. During the same period, Massina was at their mercy. We continue. The Hausa, north of the Niger and the Benue, in the area stretching northward to the approaches of the desert, live the Hausa. The Hausa have since medieval times played an important part in the history of eastern half of the Western Sudan. They established, excusez-moi un peu, je vais nous arrêter le bavardage qui est à côté, excusez-moi. Ah, d'accord. Ok. Excusez-moi, nous continuons la lecture. We have the Hausa, north of Niger and the Benue, in the area stretching northward to the approaches of the desert, live the Hausa. The Hausa have since the medieval times played an important part in the history of the eastern half of the Western Sudan. They established a number of states in northern Nigeria. The influence of the Hausa as king traders, shrewd businessmen, and most skillful craftsmen is tremendous. In medieval times, the men the Hausa lived in nearly all parts of eastern half of the Western Sudan. In fact, they were nearly as widespread as they are today. They penetrated various parts of the southern forest, like the Mande Mending. The Hausa lived in small colonies everywhere, displaying their wares, teaching their skills, and winning converts to Islam. An important trade link between the Hausa states and the northern region of the Republic of Ghana dates back from the 14th century. Towns such as Salaga owe much to the presence of Hausa trading communities. Today, Hausa is the most widely spoken African language in West Africa. Strictly speaking,
there is no Hausa race, for Hausa is a linguistic term. There are Hausa-speaking peoples. Hausa is essentially a Hamitic language. It has been said that the Hausa originated from a mixture of diverse racial elements, one of the most important being the Tuareg, who had moved from the steppe lands of the north into the rich agricultural areas around Lake Chad. So I read again for you to understand. It is said, the sentence said, it has been said that Hausa originated from a mixture of diverse racial elements, one of the most important being the Tuareg, who had moved from the steppe lands of the north into the rich agricultural area around Lake Chad. Daura or Dora, to the northeast of Kachina, is believed to have been ruled by a long line of queens who were very probably of Berber origin. Hausa traditions lie strong emphasis on the origins of the Hausa-speaking people in the remote east. The Hausa, however, have essentially Negroid features. I say again, the Hausas, however, have essentially Negroid features. They certainly have absorbed Negro blood like the other mixed Negro groups of the Western Sudan. The typical Hausa has been described as very black, like most of the Central Sudanese. He is essentially long-headed and less muscular than the West Coast Negro, but is taller, having great lengths of leg. Then we have the Chadic people. Borno province of northern Nigeria brings us roughly to the limits of the Western Sudan. Borno and the area immediately around Lake Chad harbored mixed people in medieval times. The most important groups of people in Borno today are the Kanembu and the Kanuri. There are also the Teda and the Bulala. All these people claim non-Negro origin. Most of their tradition point to Berber and Arab ancestry. It appears certain, however, that in early times the Lake Chad region had a basic Negro population. The key to the early and medieval history of Borno is to be found in its geographical position. As a well-watered region
It was attractive to nomadic tribes from the desert. The well-known process of fusion between visiting nomads and the pre-existing people follow it. This is the clue to the mixed populations in the region of Lac Chad. The region was originally inhabited by Negro tribes known as the Sioux. They were organized on a clan system, and they lacked adequate military cooperation. When nomadic tribes from the Sahara fell on Wadai, just east of Lac Chad, the Aboriginal tribes were unable to repel them. The invading nomads, who in all likelihood possessed superior military and political skills, soon overran the Sioux and established themselves as rulers. There is an account in Kanem that the native population was overcome by a veiled tribe called Saifi, the Saifi. The Saifi gradually dominated the Sioux. The picture let's go move again. The picture we have before us around Lac Chad is one in which at various intervals in early and medieval times, non-Negro people entered the region, and by virtue of superior arms and skills, they succeeded in imposing their rule upon the pre-existing Negro peoples. The Borno region today has a mixed population ranging from strongly militarized groups to pure Negroes. We have read from page 27 to page 30. And we have here on the map of the principal people of West Africa. I can show you the map because the telephone is not performing as the other. But you can see. In this map, we have on top Tuareg, separated with a line. We have the region of the river Senegal that separate Tuareg with others, with the Lac Chad. We have Jolof, separated by the river Senegal. Fulatukulor and Teme are separated by that Senegal river, which arrived to Mandeng people are longing the Niger River and the Benue River. And we have Mosi and Gourma near the river Volta.
You have Bole, Akan, and Ewe and Yoruba at the junction of the Benue River and Niger River. And you have Igbo people that are coming along the northern part limit to join the forest. Let us read the introduction of the Negro Sudanese. The Western Sudan is, generally speaking, not the home of the true Negro in the way that the forest belt to the source is. Then we see in this savanna of easy communication and movement a mixture of Negro and non-Negro people. It is certain, however, that the Negroes have inhabited the Western Sudan from prehistoric times. A Negroid skeleton discovered 250 miles north of Timbuktu is said to indicate that the inhabitants have not undergone ethnic change since Paleolithic or early Stone Age times. In historic times, Negroes have always formed the basis of population in Western Sudan. References were made to black immediately south of the Sahara in Roman time. Negro people extended considerably farther north, occupying all of Fezzan, where Negroid physical traits are still quite noticeable. It is interesting to note the Negroes were expelled from the oasis of Kulfra in the desert as recently as 1813. The Arabic term Bilad as Sudan, as we have already noted, means land of Negro. Arabic scholars who wrote about the Western Sudan in medieval times were clear about who the inhabitants were. They were Negroes. The medieval kingdoms of Ghana, Mali, and Songhai, whatever depth they owed to outsiders for their origin and development, were Negro or truly Sudanese in the sense that Negroes were their main people, if not their actual founder. Whatever movement people may have gone on in the Western Sudan, the pattern of population does not seem to have changed much since medieval times. The Negro of the Sudan are split into linguistic Africa into linguistic
rather than tribal groupings. Together with most other people of West Africa, they speak a basic language classified as Sudanic. This may seem to point to a common heritage of the West African Negro in general. The speakers of Sudanic language in the savannah are divided into small divergent stocks, each occupying a compact territory stretching from the end of the desert to the margin of the forest to the source. In languages, probably suggesting an early entry and subsequent development of self-contained population. This is the introduction from page 26. We will see later how the main caravan route linking North Africa and the Sudan. We have very good, and we will see the influences on development in Western Sudan in this book. We thank God for his choice. And then we come to two other books that were already mentioned. Here we have a yearbook of the Commonwealth dated in 1975, where we find in Rhodesia a Bantu stock. And we have also in the regional economic grouping, languages, economy, and languages. We will read here Nigerian titles, Sierra Leone. We have many countries that bring us to understand the Bantu stock. We will read step by step, area by region, next reading, because if I open now, it will be too long. I already read it once. Then we have La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint-Augustin. These are the books chosen by the Holy Light. Here we have the map of Africa. How the daily life according to the churches, because they give us, the first part is la découverte de l'Afrique. L'Afrique au temps de Saint-Augustin. L'Église d'Afrique, page 30, nous dit: l'arbre ne doit pas cacher la forêt ni l'histoire
du donatisme nous empêcher de voir la vie et l'organisation de l'Église d'Afrique. Il nous faut essayer d'esquisser le visage de cette Église, parfois voilée, aux sursauts inattendus qui souvent nous échappent. L'Église d'Afrique était découpée comme l'administration civile en 6 provinces, plus la Mauritanie, Tingitan, Tanger, rattachée à l'Espagne. Le siège de Carthage jouit depuis Saint Cyprien d'un prestige et d'une autorité incontestable qui ne se démentiront pas jusqu'à l'invasion byzantine. Nous nous arrêtons là pour découvrir l'Afrique au temps de Saint-Augustin. Ce sera des vidéos plurielles. Et nous avons ici l'aventure mystérieuse, les mystiques orientales, par Daniel Audier et Marc de Smet. Derrière, je vois que la photo que vous voyez, c'est le Bouddha thaïlandais. Il est écrit hindouisme, bouddhisme, taoïsme, islam, ces mots si souvent lus ou entendus, que recouvre-t-il de précis pour le lecteur occidental? Quelles sont ces techniques de la méditation et du vide absolu qui attirent de plus en plus nombreux les assoiffés de sagesse? Quelle est la place réelle des hallucinogènes, de l'amour, de la mort dans l'ascèse orientale et l'illumination? Les influences de ces mystiques ne se retrouvent-elles pas dans le théâtre moderne d'Anthony Artaud, dans le free jazz ou dans l'art abstrait? Grâce à leur vaste connaissance des textes sacrés, les auteurs livrent aux profanes une synthèse claire de tous les grands courants qui, de l'Antiquité à nos jours, traversent et secouent le monde. Cinq grands courants spirituels. Accomplir, le titre c'est Accomplir la vision. Culture, art et loisirs. À la première page, nous avons ici, comme vous le voyez, l'invocation à Allah, Dieu. Dans la première partie de ce livre, nous exposerons l'idée centrale de cinq grands courants mystiques: l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, l'hébraïsme et l'islam. Le but de cette rapide synthèse n'est pas de livrer une étude définitive sur des forces dont les mutations incessantes se laissent difficilement cerner par l'approche intellectuelle, mais plutôt de donner un aperçu de ces différentes voies. Le lecteur pourra s'y référer afin d'établir le degré d'interprétation
et les différences de formulation de ces systèmes que l'homme a forgés pour essayer de repousser à l'infini les limites du connu. Dans cette optique, nous avons éliminé le plus possible les récits de vie de personnages afin de nous attacher aux grands principes de chaque doctrine. En nous éloignant de toutes les théologies, entre guillemets, nous avons tenté de déboucher sur l'essentiel spirituel de chacune de ces voies pour introduire leur finalité, le phénomène mystique. La préhension de ce phénomène montre bien qu'au-delà de toute querelle et de toute prise de position, un objectif commun demeure au sommet de ces recherches. La connaissance directe et l'expérience de la finalité. Cette identité de but s'accompagne d'ailleurs dans le dernier stade du moins d'une identité de moyens de recherche. Tout cela se traduit par une formulation, une morale, une attitude mentale, des techniques de contemplation, une attitude extérieure et un symbolisme dont les similitudes apparaissent à tous ceux qui pénètrent ce vaste problème. Des chemins différents menant à des buts identiques toujours situés au-delà de la portée de notre intelligence. Au cours d'une telle quête, l'esprit dépasse peu à peu les limites inhérentes à toute formation et, par une volatilisation de l'intellect porté par la force spirituelle, il parvient à la béatitude, à l'extase, à l'union, à l'illumination. Voilà les livres que le Seigneur a choisi de nous faire découvrir ce matin. Nous disons merci au Seigneur. Tout ceci, des livres que d'autres ont jetés parce que ça ne les intéressait pas. Et on les partage gratuitement, soit à la mairie, soit dans les communautés religieuses, soit dans les centres culturels. Mais le Seigneur a choisi quelques-uns de ces livres pour nous éclairer et nous lui disons merci. Nous sommes bien sûr aujourd'hui en train de découvrir ensemble les merveilles de Dieu et ses enseignements. Un éclaircissement sur notre chemin pour comprendre à travers toutes ces vagues d'enseignements le fil conducteur de la parole de vérité de Dieu. Soyons donc attentifs à ce que nous entendons. Prenons le temps de lire, d'écouter, de méditer, d'analyser pour comprendre qui est l'homme avec grand H. Aux multiples facettes, aux multiples langages, aux multiples paroles qui parfois nous égarent. Soyons vigilants en ce 21e siècle
pour mieux comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par cette voix de l'invisible pour une mission sacrée qui se poursuit et s'accomplit pas à pas avec l'aide de ce Dieu invisible représenté par sa lumière divine que vous voyez au-dessus de moi, autour de moi, et qui vous éclaire le chemin que nous devons suivre. La victoire est au bout de la ligne et nous sommes au dernier maillon. On ne peut plus nous attacher. Dieu nous a détachés et il nous a libérés et maintenant il voudrait nous faire connaître qui il est par l'évangile de celui qu'il a choisi parmi nous. Un Jésus noir. Parce que c'est son peuple qui est dans l'ignorance à cause de ce qui les a attachés. Aujourd'hui, le Seigneur, comme il l'a promis, il revient rassembler son peuple pour le conduire encore au retour à la source. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime et qu'il aime. Alléluia. Amen.